bonsoir à toutes et à tous. Je suis avec vous ce soir pour un live que j'avais envie de faire pour tout simplement vous partager mon parcours. Il y a un certain nombre de personnes qui ont rejoint la communauté ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui par conséquent ne savent pas du tout mon histoire, de là d'où je viens, ce qui m'a construit, ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Et les déclics qui m'ont amené vers là où je suis maintenant. Et je crois qu'on matche mieux avec quelqu'un quand on comprend d'où il vient, ce qui l'a amené à partager ce qu'il ou ce qu'elle fait. Et donc je vais reprendre un peu ici mon parcours. Si vous avez des questions sur ce parcours, j'y répondrai avec beaucoup de joie. Et puis si vous m'écoutez en replay, la même chose, vous pouvez mettre un mot en commentaire, m'écrire en message privé. Je vais reprendre avec une petite introduction sur qui je suis maintenant, et puis ensuite je ferai, je pense, un flashback chronologique, et puis je répondrai à vos questions si vous en avez avec joie. Et puis pour toutes les personnes qui seraient aussi intéressées par en savoir plus encore sur mon parcours, j'ai eu la chance d'être interviewée plusieurs fois dans des podcasts qui sont sur mon site internet, dans la partie ressources. Je sais que régulièrement on me partage, on me donne des retours sur ces podcasts qui sont inspirants d'après ce que j'entends de votre part. Et puis sur ma chaîne YouTube aussi, il y a plusieurs vidéos où je reprends en partie mon parcours. Voilà. Donc pour commencer, je m'appelle Anaïs, j'ai 34 ans, j'aurai 35 ans en août de cette année. Je vis actuellement à Lyon, en centre-ville de Lyon, et je suis coach et enseignante de Kundalini Yoga. Et donc j'accompagne les personnes en coaching, les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui souhaitent devenir ce que j'appelle les entrepreneurs du nouveau monde, de la nouvelle terre, c'est-à-dire des entrepreneurs qui souhaitent partager une activité qui a du sens pour le bien-être et l'éveil des consciences, pour créer ce futur avec des valeurs qui sont alignées avec les miennes, c'est-à-dire des valeurs de partage, des valeurs de liberté, des valeurs de générosité, des valeurs de conscience, aussi de respect de la nature. Donc souvent j'accompagne des personnes qui ont envie également de devenir coach, des personnes qui souhaitent devenir thérapeute holistique, des personnes qui sont dans le soin ou des personnes qui souhaitent créer des lieux d'accueil pour ce type de pratique ou qui sont en lien avec la permaculture, etc. Donc ça, c'est ma cible de cœur, les entrepreneurs de la nouvelle terre, soit les personnes qui souhaitent devenir ça, ou soit les personnes qui le sont déjà et qui souhaitent développer leur activité. Et puis, de par ailleurs, je m'adresse à chacun et chacune de vous, ma communauté de cœur, autour d'un message qui est de venir se reconnecter à l'énergie du feu sacré qui est dans notre bassin, à notre énergie de Kundalini, pour vivre depuis l'espace du cœur en étant aligné avec notre vérité, avec authenticité, avec souveraineté, avec audace. Et donc pour ça, ça s'adresse à tout un chacun. Comment aujourd'hui, si on est là, c'est que vous êtes aussi attiré par ma vibration et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et donc mon message, c'est aussi vraiment celui-là, de vivre depuis l'espace du cœur, en écoutant son cœur plus que son mental. Je vous le partagerai, mais ça a été moi vraiment un de mes principaux déclics et c'est pour ça que j'ai nommé mon activité Anahata Life. Anahata, c'est le chakra du cœur. Et donc c'est comment je peux revenir dans cet espace qui est souvent le chemin le plus court à faire au plan spirituel. Dans les traditions indiennes, védiques, on dit souvent ça, et en même temps c'est souvent le plus complexe, et y compris pour moi, on marche le chemin qu'on m'enseigne, le chemin qu'on marche, et moi aussi je me ramène plusieurs fois par jour dans l'espace de me dire ok, je reviens dans mon cœur, je reviens dans mon corps, je reviens même dans mon bassin, et j'observe les sensations à cet endroit. Voilà, donc ça c'est pour une présentation. Et du coup je vais en profiter pour vous repartager ou vous partager, si c'est la première fois, mon parcours chronologiquement. On me demande souvent d'où je viens.
Et c'est une question à laquelle j'ai une certaine difficulté à répondre, même si je me sens bien sûr très connectée à là où j'ai grandi. Donc j'ai grandi en Bretagne jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans, je n'ai pas déménagé et toute ma famille, du côté de ma mère comme du côté de mon père, viennent depuis plusieurs générations du Morbihan. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un département de Bretagne Sud. Et j'ai grandi dans un tout petit village entre Vannes et Nantes, à une vingtaine de minutes du golfe du Morbihan. Plutôt du coup dans les terres, plutôt dans la forêt, mais du coup vraiment entre forêt et mer. Dans un climat assez doux. Voilà, vraiment des racines bretonnes avec certitude. Mais c'était une famille où les gens étaient assez ouverts. C'est une région de Bretagne où il y a une grande influence quand même du climat français en fait. C'était voilà, des gens où la tradition bretonne, comme on peut s'en faire un peu le cliché, n'était pas forcément présente. Et c'était des gens issus d'un milieu vraiment populaire, avec peu de moyens au plan matériel. Et donc j'ai aussi, je crois, hérité de ça de mes parents, une vraie volonté de changer de situation sociale et de se créer un certain confort de vie. Et pour ça, je les remercie parce que globalement, c'est ce qu'ils nous ont vraiment offert à moi et mon frère. On était une famille, donc il y avait ma mère, mon père, mon frère, qui est de 18 mois plus âgé que moi, et moi. Donc on était 4, on a grandi dans cette maison que mes parents ont construit assez jeune par diverses circonstances familiales. Et c'est la maison familiale qui existe toujours, qu'on a pu garder au fil des circonstances et dans laquelle je retourne souvent, où j'ai passé notamment la première fois où on a été invité à rester chez nous en 2020, etc. Donc aujourd'hui, c'est un endroit avec lequel j'ai fait beaucoup de paix, avec ces racines-là, avec cet endroit-là. Et pour autant, je suis en Human Design, je suis manifestor, et je suis manifestor 4-6. Donc ça veut dire que donc, je suis une personne qui, on peut qualifier de visionnaire, qui est invitée à apporter des choses nouvelles pour le monde et au service d'une communauté. C'est surtout le cadre. Et d'autres choses dans mon Human Design expliquent que j'aime le lointain, les aventures, la nouveauté. Et donc le fait de passer mes 18 premières années dans cet endroit, ça a été pour moi assez challengeant. J'ai eu une éducation assez stricte en fait, pas forcément stricte comme on peut l'imaginer, mais en tout cas stricte dans les sorties, dans la liberté que je pouvais avoir. Et j'étais un être très libre, très jeune, et qui avait un regard assez critique sur ce qui pouvait se passer même à la maison, très jeune. Dès mes 4 ans, je me rendais compte des dynamiques dysfonctionnantes entre mes parents et mon frère, moi et mon frère, etc. Et je le disais à voix haute, et donc c'était assez dérangeant. C'est aussi ça, la voix du manifesteur, ça peut être une voix assez dérangeante. J'avais donc cette grande soif de liberté, et du coup je me suis vraiment construite assez jeune avec l'idée de me dire vivement que je parte de cet endroit. C'était un petit village de 700 habitants qui a grandi aujourd'hui, je crois peut-être maintenant il y a 2000-3000 habitants, mais à l'époque voilà, c'était assez isolé, il n'y avait pas de transport en commun. Quand on était là, et moi j'habitais dans un hameau entouré de la forêt, très peu de voisins. Donc vraiment, je crois que j'ai expérimenté une forme d'ennui, beaucoup à l'époque. À l'époque, on a envie plus de faire des expériences dans l'adolescence. Et en même temps, j'ai grandi dans une famille relativement sécurisante, avec une mère très aimante, et dans un grand besoin de fusion. Mes parents ont mis beaucoup de temps à accueillir mon frère dans leur vie. Vraiment de nombreuses années, ils avaient mis en place un processus d'adoption. Et donc, quand mon frère est arrivé par voie normale, naturelle, on va dire, ça a surtout eu lieu après un soin énergétique que ma maman a reçu, parce que les médecins, après plusieurs opérations, lui avaient dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, pour des raisons purement techniques, en fait, au niveau de son utérus. Donc moi je suis arrivée après ce frère, et je crois que mes parents, ce que j'ai compris il y a pas longtemps, c'est que mes parents ne s'attendaient pas à un deuxième miracle. Ma mère ne s'attendait pas à être enceinte une deuxième fois.
Donc j'étais pas forcément dans le plan initial, mais ils ont été très heureux de m'accueillir. Et moi j'ai été très heureuse d'être dans cette famille. Ce que je dis souvent, c'est que la relation la plus challengeante a surtout été pour moi la relation que j'avais avec mon frère, où même s'il y a eu énormément d'amour, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup guidée du fait de la faible différence d'âge. C'était vraiment mon grand frère, il me protégeait, il était à 2 ans devant moi à l'école, donc en fait c'était très facile de suivre ses pas, de lui demander de m'aider quand je ne comprenais pas. Et ça sur tous les plans en fait, quand vous voyez quelqu'un marcher, du coup moi je pense que ça m'a aidé à marcher, à jouer, à faire plein de choses. Et on a passé beaucoup de temps ensemble parce que du coup on avait le même âge pour faire les mêmes jeux. Donc j'ai plutôt fait aussi des jeux de garçons, ça me plaisait beaucoup, les jeux vidéo, etc. Un peu de foot, voilà. Et en même temps ça a été une relation assez challengeante comme je disais parce qu'il y avait une forme de jalousie. D'un côté comme de l'autre, je pourrais dire, même si parfois il y avait des comportements plus puissants et peut-être plus manipulateurs, je peux dire, de son côté, du fait qu'il soit aussi le grand frère. Et en même temps, c'est une relation qui m'a construite. Et ce que j'ai compris ces dernières années, c'est que au plan de la conscience, c'est un rôle qu'il a pris pour m'aider moi à grandir en souveraineté, pour m'aider moi à grandir dans ma capacité à poser mes limites, pour m'aider moi dans ma capacité à dire non. Donc c'est une relation qui a été médecine pour moi et qui m'a challengée jusqu'à à peu près mes 30 ans. Et ensuite avec des thérapies comme les constellations familiales, bien sûr le pardon, aussi un soin essénien que j'ai reçu, des lectures d'aura, etc. J'ai vraiment pu transformer ma capacité et en fait m'affirmer, voilà, m'affirmer pour apaiser la relation. Parce que je crois que de son côté, ce qui s'est joué, c'est que très enfant, mon arrivée l'a insécurisé tout simplement, comme ça peut arriver de façon assez classique. Donc voilà. Et aujourd'hui, avec mon frère, c'est une relation cordiale, on n'est pas proche et pour autant c'est ok pour moi. Je m'entends très bien avec sa compagne et avec ses 2 filles, qui sont très importantes pour moi aussi. Et dans mon schéma familial aujourd'hui, donc ma maman est décédée. Ça va bientôt faire 10 ans, j'ai une pensée pour elle du coup. Elle est décédée après des longues années de maladie, d'un cancer généralisé, mais ça peut-être je vous en parlerai après quand j'aurai repris tout le fil chronologique. Et donc aujourd'hui, mon père, lui, a arrêté sa vie professionnelle, ou plus ou moins arrêté sa vie professionnelle. Il a une nouvelle compagne. Ils sont aussi en Bretagne, mon frère aussi. Toute ma famille maintenant est à peu près dans la région Bretagne. Donc ça, c'est au plan familial. Et donc, comme je disais, je me suis beaucoup ennuyée dans mon adolescence, du fait des circonstances, de l'éducation que je recevais, etc. Et puis, aussi très jeune, j'avais un grand attrait pour le monde de la mer, des océans, des cétacés. Et donc, moi, je voulais être océanologue. Et aussi du fait d'un trauma familial que j'ai appris après, notamment que mon père avait perdu son meilleur ami dans un accident de plongée. Mes parents ne voulaient pas m'autoriser cette voie-là de l'océanologie, de la plongée, etc. Et aussi parce que je pense que ça ne répondait pas à leurs exigences à eux de vie professionnelle. Et moi, j'étais une assez bonne élève. J'adorais les langues étrangères, j'adorais l'économie, l'histoire géo, etc. Et du fait des circonstances, comme je vous disais, j'ai aussi beaucoup étudié. Et globalement, j'aimais apprendre, mais comme je ne pouvais pas avoir une vie sociale très développée à l'époque, j'ai passé beaucoup de temps dans les livres, à apprendre, etc. Et puis pour moi, à l'époque, j'avais intégré ce message assez méritocratique que si je me garantissais des études d'un certain niveau, je pourrais m'offrir un certain confort matériel, social, etc. Et donc je mettais vraiment aussi beaucoup d'énergie dans ça, au-delà du fait d'aimer apprendre. Et donc au lycée, j'étais une très bonne élève, mais je m'ennuyais quand même beaucoup à l'école, globalement depuis assez jeune, depuis la fin de l'école primaire. Je trouvais que ce qu'on nous apprenait, c'était pas toujours très utile, je trouvais que c'était pas vraiment interactif. Voilà, je me suis beaucoup ennuyée à l'école. Et puis, mon frère avait passé les concours des IEP, donc des écoles de sciences politiques en France.
Et du coup, moi, j'ai fait de même. Je trouvais que ça avait l'air super intéressant comme école. Je trouvais qu'il y avait l'air d'avoir un fort noyau social quand on a intégré l'école. Donc, j'ai fait de même et j'ai été admise à Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux. Et je fais un coucou aux personnes de mon école s'il y en a qui sont là. Et pour moi, ça a été une grande joie. Une grande joie déjà parce que du coup, je pouvais enfin vivre cette expérience de liberté, de rencontres, de nouvelles expériences qui me frustraient jusque-là dans ma vie au vert, on va dire, en Bretagne. Et puis parce que aussi, il y avait une vraie dimension internationale. Comme moi, j'adorais les langues étrangères. Il y avait 2 à 3 langues étrangères qui étaient possibles dans les enseignements. Donc, on pouvait avoir LV2, LV3. Il y avait des étudiants étrangers. Il y avait une année obligatoire à l'étranger. Il y avait une vraie vie associative, etc. Donc, ça correspondait vraiment à mes valeurs. Et donc, j'ai rencontré des personnes formidables dans cette école, même si j'ai trouvé que les premiers mois, c'était assez challengeant. C'était un milieu très différent du milieu dans lequel j'avais grandi. Moi, j'avais fait jusqu'au lycée, j'étais dans un lycée plutôt ZEP. Et bon, clairement, à Sciences Po, les gens étaient d'un niveau social différent. Donc, j'ai dû m'adapter. Ça a été un peu inconfortable. Je me souviens les premières semaines. C'était d'autres codes. Et puis, les enseignants pouvaient avoir une vraie exigence. Et ça, c'était assez nouveau aussi pour moi. C'était parfois inconfortable. Parfois, je trouvais que c'était parfois même un peu injuste. Mais on nous a surtout transmis une forme d'esprit critique, qui est, je crois, la principale chose que j'ai gardée, d'observer les choses avec un esprit critique. Donc voilà, j'ai fait ces études-là et puis assez vite, je suis partie dans l'année à l'étranger. Donc je suis partie en Espagne, à Grenade, qui était une ville que j'adorais, pour laquelle j'avais eu un grand coup de cœur parce que mes parents nous emmenaient souvent là-bas en vacances, en fait, dans le sud de l'Espagne, quand j'étais plus jeune. Et c'est une langue qui parlait profondément à mon âme, à mon cœur. Les gens, parfois, quand ils m'entendent parler espagnol, ils me disent « Ah, mais t'as aucun accent », et parce que je crois que les premières fois où j'ai dû y aller, j'avais 6 ou 7 ans. Et à ce moment-là, sans doute, mon oreille s'est faite. Et donc, voilà. Donc j'ai passé un an là-bas, même chose, ça a été une grande joie, j'ai rencontré des personnes formidables, j'avais une vie très riche socialement, je sortais énormément. Et puis cette année-là, il y a eu cette première invitation de la vie à peut-être me questionner par rapport à elle. Au plan astrologique, moi j'ai ma lune en scorpion et donc c'est le féminin, la mère, le foyer. Et le scorpion, c'est l'image, la lune c'est aussi le monde émotionnel, et le scorpion c'est l'image de la mort, la renaissance, la métamorphose, la guérison, l'alchimie, etc. Et donc cette année-là, moi j'avais 19-20 ans, et j'ai perdu mon premier grand-parent d'abord, et puis quelques mois plus tard, ma mère est tombée malade d'un cancer qui était assez grave dans les premiers diagnostics. Et donc mon père m'a dit « Écoute, on ne sait pas si ta maman survivra ». Donc j'avais 19 ans, donc ça a été un grand choc pour moi. Je me souviens encore d'une difficulté à retrouver une vie normale en fait après cette annonce. Et puis à un moment, il a fallu continuer ma vie. Et ensuite, je suis rentrée à Bordeaux. Je me souviens que ça a été assez inconfortable. J'avais vraiment aimé ma vie en Espagne. Et le rythme français, qui est très différent du rythme du sud de l'Espagne, ne me convenait guère. Je trouvais qu'il y avait une vraie exigence, une vraie rigueur, une forme de violence dans parfois les enseignements qu'on pouvait recevoir à l'école. Et heureusement, à ce moment-là aussi, j'ai rencontré encore de nouvelles personnes. J'avais une vie sociale très riche à Bordeaux. Donc je m'épanouissais sur un autre plan. Et en même temps, ça a été un premier épisode dépressif, je me souviens, avec des longues insomnies. Parce que c'était un moment où j'étais invitée à me demander ce que j'allais faire. Ce pourquoi aussi j'avais choisi ces études, c'était pour repousser un peu le moment du choix. Je trouvais que c'était très compliqué après le lycée de choisir, de se spécialiser dans quelque chose à la faculté, médecine, droit, LEA. Enfin voilà, je trouvais que c'était quand même très très spécialisant et spécialisé. Et que j'avais été éduquée de telle sorte à ce que les études c'était vraiment quelque chose de très important, etc. Ma mère, elle était beaucoup dans le monde des universités, sans être enseignante pour autant, mais voilà, elle avait ce prisme en fait qu'elle m'a transmis à l'époque. Et donc un haut niveau de stress et une dépression qui je crois était liée inconsciemment à la maladie de ma mère.
sur lequel s'installait petit à petit un tabou dans ma famille. Donc une difficulté à communiquer, une forme de culpabilité en tant qu'enfant, de ne pas pouvoir la soutenir, d'être loin, de ne pas pouvoir faire grand-chose. Et aussi de la posture d'enfant qui faisait que ma mère, ayant vraiment, elle, pour le coup, une posture de maman, elle était toujours au service en tant que maman, quoi. Et des longs épisodes voilà, d'insomnie. C'était un grand niveau de stress pour moi à la fois, ce mélange entre la dépression, la culpabilité, peut-être le fantôme de la mort que je pouvais sentir à ce moment-là autour de ma mère, et cette obligation de faire un choix important, parce qu'à Sciences Po, à la fin de la 3e année, on devait choisir vraiment une spécialité, un master, etc. On avait l'impression de devoir choisir ma vie, ce qui était bien sûr une illusion. Et puis moi, à l'époque, j'ai choisi les masters pour les entreprises et le droit des affaires. Donc j'ai fait ces études-là, j'ai fini mes études à ce moment-là, au bout de 2 ans dans ce master, mes études à Sciences Po, et puis en même temps, j'avais intégré la faculté de droit. Ça a été aussi une grande difficulté parce que c'était encore un monde très différent, des codes complètement différents, et une grande compétition en fait pour intégrer les Master 2, etc. Un milieu très très compétitif. Et aussi là-bas quand même des belles rencontres, beaucoup de joie, des amis très soutenants. Donc quand je vous partage ça, je me rends compte aussi à quel point j'ai toujours eu de la chance d'être entourée par des personnes très belles, une grande générosité qui m'aidait beaucoup, etc. Et puis à la fin de mon Master 2 en droit à Bordeaux, ma famille ayant déménagé à Paris à ce moment-là, et moi ayant fait des premiers stages à Paris, je trouvais super intéressant et tout ça, j'ai décidé de déménager à Paris. Aussi parce que pour obtenir le concours d'avocat, le nombre de places à Paris à l'époque était beaucoup plus important, c'était beaucoup plus facile de l'obtenir là-bas. Donc c'était un choix assez rationnel et pas vraiment un choix de cœur. Je pense que si j'avais écouté mon cœur, je ne serais pas allée à Paris. Et donc à ce moment-là, je suis retournée chez mes parents, j'ai passé le concours d'avocat, j'ai passé tout un été à bachoter, je me souviens, avec une de mes amies. Et puis j'ai eu le concours d'avocat du premier coup. Et puis j'ai intégré l'école d'avocat à Paris. Et je me souviens quand j'ai obtenu les écrits, qui est souvent enfin, disons, ce qu'on doit principalement réussir en général. Une fois qu'on a les écrits, on a les oraux. Ma maman était très émue, comme si c'était un accomplissement, la fin de quelque chose pour elle, etc. Et bien, elle est décédée quelques mois plus tard. À l'époque, sa maladie s'était assez aggravée. Et puis, elle est décédée assez brutalement. Elle a été à la maison jusque assez longtemps. Et puis en quelques jours, elle est partie après une hospitalisation en service intensif. Et ça a été assez traumatisant pour moi. À l'époque, je commençais à peine ma vie professionnelle en stage à Paris. Le monde médical me disait que tout était ok, elle mangeait justement, donc elle était sous-minéralisée, mais elle allait rentrer rapidement chez nous. Et en fait, 2 jours après, on nous a annoncé que pas du tout. C'était un discours que le monde médical prenait pour probablement nous protéger, etc. Mais qu'en réalité, elle était en stade complètement terminal, c'était plus qu'une question d'heure. Et donc ça a été assez violent, ce retournement de discours pour moi. Même si ma mère était malade depuis très longtemps, je ne m'étais pas très bien préparée en fait à son départ. J'étais assez jeune dans ma tête. Et donc j'avais 25 ans. Et du coup, une fois qu'on nous a annoncé ça, moi je me suis vraiment sentie liée à elle et avec une grande invitation à l'accompagner dans son passage vers l'autre monde. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis restée auprès d'elle le plus longtemps possible, autant que possible. Et puis elle est partie un 12 juin 2012 avec beaucoup de résonance, comme vous voyez dans les chiffres, et aussi dans, voilà, il y avait plein d'autres chiffres en fait quand on reprenait les infos qui résonnaient. Et c'était une des premières fois où je me suis dit que vraiment les chiffres nous parlaient. Donc ça a été assez une épreuve pour moi. Et ensuite, je remercie mes amis parce que c'est suite à ça que j'ai intégré un travail thérapeutique. Et ça a été
très lentement pour moi le chemin vers le développement personnel, le monde de la thérapie, l'éveil des consciences, mais c'est grâce à ça. Grâce à le choc. Et aujourd'hui, je me rends compte du cadeau qui m'a été fait à ce moment-là, et je me rends compte aussi souvent que les gens que l'on perd nous ramènent à un goût de vie. Et je dis souvent, quand on m'interviewe, que c'est comme si avant je n'étais pas complètement vivante, et que ce décès m'a ramenée à la vie. Alors bien sûr progressivement, parce qu'il y a toutes les phases du deuil. Au début on est dans un complet déni, etc. Mais ensuite, ben, grâce aussi à la démarche thérapeutique, on défait et on refait les morceaux, l'histoire, on prend du recul, de la conscience. Et puis, ben voilà, moi, ce qui a été surtout un chemin par rapport à ça, c'est qu'au fur et à mesure des années, je me suis sentie en charge, en fait, parce que les médecins m'ont aussi mis en charge de défaire les nœuds de son histoire. Quand elle est décédée, les médecins ont été assez inquiets pour moi en me disant qu'il était très probable que c'était quelque chose de génétique, ce qu'à l'intérieur de ma famille on ne pensait pas, puisque personne dans ma famille n'avait eu de cancer du sein en dehors de ma mère. Et le cadeau que mon père m'a fait à ce moment-là, c'est qu'il m'a dit, écoute, pour moi c'est purement transgénérationnel. Et je le remercie encore, je l'ai déjà dit, mais je le remercie encore ici, parce que c'est quelqu'un d'assez rationnel, mon père, et pour qu'il m'ait fait ce cadeau assez jeune, c'est qu'il s'était ouvert à cette possibilité. Et donc, je me suis vraiment sentie en charge du coup de l'histoire transgénérationnelle de cette branche-là. Et donc j'ai creusé, j'ai beaucoup parlé avec ma grand-mère, qui était voilà, mon principal interlocuteur pour cette histoire, et qu'elle aussi avait besoin de transmuter le traumatisme du décès de sa fille. Et donc, c'est par tout un travail de réappropriation de l'histoire généalogique. Il y avait eu un tabou sur une histoire à quelques degrés au-dessus, en lien avec le couple, en lien avec la sexualité, en lien avec la naissance. Donc vraiment se réapproprier toute une histoire. Et puis, sur mon propre chemin à ce moment-là, moi à l'époque, donc j'ai 25 ans, je termine mes études d'avocat, et l'année d'après, je rentre sur le marché du travail à Paris. C'était en 2013, c'était un marché assez catastrophique. Je me souviens de la personne qui m'avait recrutée à l'époque, elle m'avait dit franchement vous avez vraiment du courage, parce que pour moi je n'ai jamais vu une année aussi catastrophique en termes de recrutement. L'entrée dans ma vie professionnelle a été aussi assez difficile. Donc en fait c'était vraiment une période assez challengeante pour moi à l'époque. J'avais toujours beaucoup de tristesse de ce deuil que j'étais en train de faire. J'aimais pas vraiment ma vie à Paris. Mon père, lui, était déjà avec sa nouvelle compagne, donc j'avais beaucoup de difficultés à trouver ma place avec cette nouvelle relation. Et puis moi-même, j'étais dans une relation amoureuse nouvelle qui était très challengeante pour moi. J'en ai déjà parlé, où il y avait une forme de toxicité. Je me sentais pas en sécurité, je me sentais pas en confiance, je me sentais parfois jugée. Mais aussi parce que ça résonnait avec ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Hein. La personne a juste été un miroir pour moi. Mais c'était une relation amoureuse assez difficile. Et au plan professionnel, je rentrais dans ce milieu des avocats d'affaires parisiens qui, à la fois, je trouvais passionnant intellectuellement, beaucoup de rencontres, beaucoup de confrères, beaucoup de clients, des collègues en général passionnants, adorables. Et en même temps, une vie très intense, parce qu'un niveau de stress très élevé, une exigence en termes d'implication et de temps de travail qui pouvait parfois être incroyable, parfois que les gens ne peuvent pas comprendre. Parfois on travaillait non-stop pendant 2 jours, juste je rentrais chez moi, je prenais une douche et je revenais, ou plus, et sur des périodes parfois assez prolongées. Et donc au-delà des premiers mois où en plus j'ai subi une situation avec du vrai harcèlement moral et sexuel, dont j'ai réussi à me sortir avec un certain art du faufilement, on va dire, parce que ce que je dis toujours aussi dans ces moments-là, c'est que les avocats, on n'est pas salariés, et donc il n'y a pas l'option d'aller au prud'homme, etc. Puis il y avait aussi l'histoire que je me racontais à l'époque, de me dire que c'était insécurisant, que certes j'aurais pu quitter ce job, mais que le marché de l'époque était déjà assez difficile. Enfin voilà, je me faisais toute une histoire.
Et aujourd'hui, je remercie aussi cette expérience parce que c'était aussi une invitation à poser mes limites, à dire non, à prendre une posture différente en tant que femme dans un milieu professionnel plutôt masculin, etc. Donc c'était assez challengeant et au bout d'un an, j'ai commencé à avoir des premiers problèmes de santé, des problèmes de dos, un grand lumbago qui m'a clouée au sol avec énormément de douleurs, etc. Et donc c'est là que le yoga est apparu dans ma vie. Les médecins, les kinés m'ont dit vous avez besoin de vous remuscler complètement en douceur, donc connectez-vous au yoga. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai adoré. Ça m'a profondément nourrie. Dès que je pratiquais, je retrouvais beaucoup d'énergie, une grande paix à l'intérieur de moi. C'était extraordinaire. Donc je me suis mis d'abord à pratiquer tous les jours les week-ends, puis presque tous les jours quand je pouvais. Et puis voilà, ma vie professionnelle s'est un peu stabilisée pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ma vie amoureuse aussi, même s'il y avait toujours ces dysfonctionnements dans la relation. Et puis j'ai été recrutée pour changer de cabinet. Un cabinet un peu plus réputé, avec une dimension plus internationale, des dossiers assez différents. Puis je sentais que de toute façon j'avais envie de changement, c'était le bon moment. Et donc j'ai changé de cabinet. Et dans ce cabinet où j'ai rencontré des personnes formidables, il y avait soit très peu d'activités, soit des moments avec une activité super super intense. Et donc je me souviens qu'au bout de 9 mois, la rentrée a été ingérable en fait. Et je pense que moi j'ai fait un burn-out à ce moment-là. Alors c'était pas un burn-out en mode je suis clouée au lit pendant 3 semaines, mais c'était un burn-out où j'avais vraiment besoin de m'éloigner de Paris. À l'époque, une personne de ma famille faisait aussi une grande dépression, donc j'ai dû aller m'occuper d'elle. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai besoin de lever le pied. Je m'étais dit que j'attendrais un petit peu avant de quitter Paris. Et puis en fait, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais en fait, je crois que je peux pas attendre, en fait. Je crois que c'est maintenant. J'ai besoin de quitter le rythme effréné de cette ville. Je m'étais séparée de la personne avec qui j'étais à Paris quelques mois avant. Et donc, il n'y avait plus rien qui me rattachait là. Moi, j'étais venue à Paris en me disant, je viens là quelques années, puis ensuite, je rentre en province, notamment à Bordeaux, j'ai fait mes études. Et donc, j'avais ça en tête. Et au fur et à mesure de mes recherches, en fait, je voyais qu'avec Bordeaux, ça allait être compliqué de trouver quelque chose qui me permettait d'utiliser mon expertise que j'avais construite à Paris. Et donc, le hasard de la vie totale a fait que j'ai atterri à Lyon. Un peu une folie, une voix qui m'appelait, que j'ai été incitée à écouter sans trop comprendre pourquoi. Mon mental m'a beaucoup freinée, donc j'ai eu beaucoup de doutes dans le fait de venir ici. Et puis, je me suis retrouvée là. Et puis assez vite, en me retrouvant là, après quelques semaines de break entre les 2 jobs, où moi j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup voyager, donc pendant mes études, même quand j'avais pas beaucoup d'argent, je faisais du couchsurfing, j'avais voyagé en Amérique du Sud pendant 2 mois, j'avais voyagé en Californie pendant 1 mois, j'avais voyagé en Asie du Sud-Est pendant 1 mois, etc. Entre les deux, j'ai été 1 mois aussi au Sri Lanka, seule. Expérimenter le yoga, le surf, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et je me sentais vraiment appelée par écouter la voix dans mon cœur, la voix de l'enfant intérieur en moi. Donc je faisais aussi des stages de voile, etc., qui étaient un peu aussi reconnectés avec mon rêve d'enfant. Et c'est suite au burn-out que je me suis mis vraiment une rigueur dans la méditation, le yoga, où ça m'a vraiment profondément réparée au-delà du chemin thérapeutique que j'avais entamé. Et en arrivant à Lyon, en fait, malheureusement, je me suis rendu compte que le poste dont on m'avait parlé n'existait pas, en fait. Sauf que j'avais déménagé, j'avais quitté toute ma vie, tous mes proches. J'étais là, une fois que je suis là, hein, je vais rester là, du coup. Et assez vite, je me suis rendu compte que je m'ennuierais dans le choix professionnel que j'avais fait. Et puis, il y avait une voix à l'intérieur de moi qui appelait beaucoup plus de liberté. Et donc, je suis arrivée dans cette vie professionnelle-là en mai. Et en août, j'étais déjà complètement désinvestie. Sauf quand il y avait des dossiers vraiment intéressants qui m'intéressaient. Où là, je retrouvais un peu cette technicité qui me plaisait dans ce métier d'avocate, etc. Et puis, la vie a su me rattraper. C'est-à-dire que j'aurais pu rester dans ce confort-inconfort pendant longtemps sans trop me poser de questions.
Mais en novembre-décembre, à l'occasion d'un contrôle gynécologique de base, on va dire, je suis diagnostiquée d'un papillomavirus de haut grade. Donc ça veut dire que c'est un possible, donc un papillomavirus, c'est un papillomavirus qui peut, quand c'est haut grade, ça veut dire que ça peut dégénérer en cancer de l'utérus assez rapidement, et donc ça nécessite une opération assez rapide. Et ça a été un grand déclic pour moi. Pourquoi? Je dis souvent, parce que j'avais compris le chemin de ma maman. Et en fait, j'avais l'impression que c'était une initiation de la vie qui me disait, bon, on vérifie si tu as compris la leçon de son histoire. Et ma mère, quand elle est arrivée à Paris pour se faire soigner de sa maladie, les médecins lui ont dit, ah bah, vous avez eu 2 opérations relativement bénignes au sein pour enlever des cellules un peu douteuses il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est une pratique qu'on ne fait plus parce qu'on a constaté que quand on fait ce type d'opération, le cancer apparaît beaucoup plus fréquemment que quand on n'opère pas ces cellules un peu douteuses. Comme quoi, il y a une certaine sagesse du corps qui est aussi reconnue parfois dans le corps médical, qui pour cela a besoin de prendre un risque médical, ce que je comprends, et donc ça dépend aussi des praticiens, bref. Et donc moi j'avais vraiment retenu ça. Et quand on me proposait une opération, du coup au niveau de l'utérus, j'avais aussi malheureusement l'exemple autour de moi de femmes qui n'avaient pas guéri grâce à cette opération et chez qui l'opération ne servait à rien puisque la maladie revenait régulièrement ensuite. Donc il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait ne te fais pas opérer, ne reviens pas et trouve ta propre voie. Et à ce moment-là, j'ai appelé 2 personnes, une personne qui était plutôt, on va dire, un magnétiseur, qui me dit, avant de se faire opérer, on prend toujours plusieurs avis médicaux, donc je vous invite à juste prendre plusieurs avis médicaux. Et j'appelle ma gynécologue de Paris à l'époque, qui était une gynécologue indépendante, etc., assez âgée, qui me dit, écoutez, ça se soigne très bien, même le haut grade, avec une très bonne hygiène de vie, et notamment une supplémentation en vitamines. Et là, ce chemin qu'on me propose, ça sonne pour moi. Je me dis, bon, je vais prendre le risque. Et j'entame un chemin un chemin où je me suis un peu auto-initiée. C'est-à-dire que je me suis beaucoup plus formée, intéressée à la naturopathie. Je compris que le principal ennemi du corps, dans ces cas-là, c'était le sucre. Donc, j'ai arrêté complètement l'alcool, tous les sucres. J'avais vraiment transformé mon alimentation, que j'avais déjà commencé à transformer parce que j'avais déjà des problèmes gynécologiques. J'étais en aménorrhée depuis à l'époque 1 an, je crois, et j'avais un syndrome des ovaires polykystiques aussi depuis 1 an. Donc j'avais déjà mis en place certaines choses pour mon système hormonal, mon alimentation, etc. Mais là, c'était niveau au-dessus. Donc j'acquiers une super hygiène de vie, je faisais beaucoup de sport à cette époque, etc. Et puis, j'en parle autour de moi parce que j'étais quand même assez choquée. Et là, je sens que les gens, ça ne résonne pas du tout, quoi. Ils ne comprennent pas ma décision, ils ne comprennent pas pourquoi je ne me fais pas opérer, ils sont inquiets pour moi. Donc, je décide de vivre ce chemin assez seule, en fait. Et je me donne 1 an, à peu près. Je me souviens, je m'étais dit, je me donne à peu près 1 an. Et en fait, comme j'avais déjà reçu les enseignements du yoga, lu certains livres, etc., il y avait une vraie compréhension chez moi de ce qui se jouait, c'est-à-dire aussi quelque chose en lien avec le féminin. Comme j'avais plus mes règles, il y avait vraiment quelque chose à aller voir à cet endroit-là. J'avais le syndrome des ovaires polykystiques qui parle aussi de difficulté à créer, en fait. Donc, il y avait un énorme sujet à régler avec ce deuxième chakra, le chakra du désir, le chakra des émotions, les chakras des relations, le chakra de la sexualité, du féminin, etc. Donc à l'époque, je mets aussi un degré de plus sur le transgénérationnel. J'avais pas complètement fini de dénouer les nœuds, les secrets, etc. Je consacre une grande partie de mon temps et de mon énergie à prendre soin de mon corps, investir dans une excellente alimentation, bouger, recevoir des soins énergétiques pour ce chakra-là en lien avec le féminin. Je découvre les Eudionies, donc j'intègre cette pratique à mon quotidien. J'intègre beaucoup de méditation et j'intègre aussi des stages, des retraites. Donc c'est à ce moment-là aussi que je fais ma première expérience Vipassana, 10 jours silence,
qui m'a profondément transformée. C'est une expérience que j'ai adorée. Et puis c'est aussi ma première expérience. Suite à ça, suite à la Vipassana, je me suis sentie appelée par les huiles essentielles doTERRA, que je n'ai plus le quitter depuis, pour notamment accompagner le travail thérapeutique. J'avais un nouveau thérapeute à Lyon que je remercie parce qu'il a été d'une grande aide. Ça a été un grand accélérateur pour moi. Une personne qui mélange thérapie, coaching, psychanalyse, hypnose, et qui, je pense, sentait que pour moi, il y avait capacité d'aller assez vite en profondeur. Et donc, on a été assez vite en profondeur dans ce qui posait problème. Et il a appuyé sur un bouton où toutes les émotions bloquées depuis l'enfance sont sorties. Donc, ça a été un tsunami émotionnel pour moi à l'époque, qui bien sûr pouvait être régulé par du journaling que je faisais déjà depuis 2 ans, les huiles essentielles, les fleurs de bac, le yoga. Et en même temps, il y avait vraiment cette force émotionnelle, en fait. C'était la Shakti, hein, c'était la colère qui sortait vraiment. Je dansais avec mon ombre. Et des moments aussi de dépression parfois qui revenaient, très violents. Et je me souviens d'une phrase où il m'a dit: pour moi, ce sera la dernière fois que vous contactez ces espaces aussi sombres. J'étais là, mais comment on peut dire ça? C'est assez prédictif, c'est assez étrange. Et d'une certaine façon, je dois reconnaître qu'il a assez eu raison, c'est-à-dire que je pense que je suis tellement descendue et j'ai tellement libéré la batterie d'émotions que je n'avais pas su libérer jusque-là, que j'avais stocké en gardant comme dans un gros sac à dos. Et ben après, ça a été beaucoup plus simple parce qu'ensuite j'avais la discipline, moi, de faire circuler les émotions en moi, etc., avec le yoga, avec le FT, avec le coaching, avec les huiles essentielles, etc., ou juste la présence en fait à mes émotions. Alors que quand j'étais enfant, étant comme beaucoup d'enfants très sensibles, je m'étais beaucoup fermée, notamment de par ce que je vivais autour de moi, etc. Et donc, suite à Vipassana, je connecte aussi avec ma première cérémonie chamanique, avec les plantes sacrées. Et ça a été un énorme bouleversement pour moi, parce que la vie, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais le grand esprit m'a connectée à un espace de lumière infini, un espace d'amour infini et inconditionnel. Et m'a aussi connectée à un espace où on était en contact avec toutes les personnes qui étaient passées sur l'autre plan. Et donc j'ai vécu une expérience profondément thérapeutique à ce moment-là, où j'étais en connexion avec ma mère, en connexion avec d'autres êtres que j'avais perdus. Et à ce moment-là, moi, je n'avais pas de spiritualité. Je concevais simplement que certaines choses avaient l'air parfaitement... étaient une suite parfaite et qui avait l'air parfois d'avoir un chemin ou une force qui bougeait les choses de telle sorte à ce qu'elles soient si parfaites. Donc je croyais en une forme de transcendance, mais je ne croyais pas à un sens après la vie. Et en tout cas, quand on l'avait voulu me le faire entendre, plus jeune, je n'avais pas voulu accepter cette réalité. C'était trop pour moi. Donc ça m'a profondément bouleversée. J'ai mis beaucoup de temps à intégrer cette expérience. Et j'ai aussi questionné la vie. C'est-à-dire que j'ai dit à la vie, ok, si c'est l'enseignement que je devais recevoir, si c'est juste cet enseignement, j'aimerais que tu me montres encore plusieurs fois que c'était vraiment ça l'enseignement que je devais recevoir. Donc j'ai demandé la preuve par 3 et j'ai reçu la preuve par 3. Donc par diverses expériences, par divers enseignements, etc. Et ça a eu lieu notamment avec le Kundalini, en fait, que je pratiquais déjà depuis presque 1 an quand j'ai vécu cette expérience. Et en allant plus en profondeur, plus à la fois dans les enseignements, dans l'expérimentation du Kundalini, j'ai aussi reçu l'information qu'une partie de mes problèmes de santé, mes problèmes hormonaux, étaient liés au fait que, tout simplement énergétiquement, je n'avais pas libéré le lien que j'avais avec ma mère. Donc j'étais aussi invitée à vraiment faire ce process. Et puis voilà, ensuite j'ai reçu des enseignements ésotériques en taoïsme, en médecine chinoise, qui m'ont aussi
transmis cette compréhension du monde qui est basée vraiment sur la roue du karma, les réincarnations. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, ok, il y a une partie des choses que je suis ok de prendre, une partie des choses que je ne prends pas dans ces enseignements-là, mais en tout cas, je crois que maintenant, je peux que accepter ce que j'ai vraiment compris, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce qu'on a pu me partager. Et ça a été un profond changement pour moi. Il y a eu un avant cette cérémonie chamanique et un après parce que j'ai expérimenté un tel degré d'amour, un tel degré de lumière, un tel degré de connexion avec des êtres que je pense avoir perdus pour toujours, que ça m'a profondément changé. Et donc j'ai continué aussi mon expérimentation dans le chamanisme avec des voyages au tambour, avec des stages, des luttes de sudation, des jeûnes. Et puis, donc là, on est en 2018. Et début 2019, j'assiste à une retraite de yoga où une des enseignantes partage ce simple déclic que je vous partageais au début du live, qui est de se dire, ok, on a le choix de vivre soit dans sa tête, dans le mental, d'écouter les peurs, les doutes, etc., soit de vivre dans son cœur. Et d'écouter la voix de son cœur, la passion, le désir, ce qui nous semble complètement irrationnel, mais ce qui nous donne envie, ce qui fait vibrer notre enfant intérieur. Et ça résonnait beaucoup parce que dans le chemin thérapeutique que j'avais vécu, j'avais vraiment aussi appréhendé cette dimension de l'enfant intérieur qui est pour moi une dimension fondamentale dans reconquérir une forme de souveraineté à l'intérieur de soi et dépasser les traumas, les blessures, les réactions qu'on peut avoir, où on ne choisit pas comment on agit, mais on réagit. Et ça correspondait au questionnement que je me posais à l'époque sur ma vie professionnelle, où je me sentais plus trop à ma place, plus alignée, où ce possible cancer de l'utérus me disait mais est-ce que tu as vraiment envie de rester derrière cet ordinateur? Je me disais mais ok, si je le guéris pas, si ça se guérit pas, si ça s'aggrave, si comme ma mère je décède de cette maladie et qu'il me reste plus que 5 ans à vivre, est-ce que j'ai vraiment envie de les passer à travailler jusqu'à 3h du matin derrière un ordinateur? Ce qui arrivait moins quand j'étais à Lyon que quand j'étais à Paris, mais ça arrivait quand même. Et avec ce haut degré de stress, etc. Et donc, à partir de 2019, je commençais à acquérir la conviction que, grâce aussi à un bilan de compétences que je terminais, je commençais à acquérir la conviction que voilà, je ne peux pas rester dans ce métier qui me rend en fait malheureuse et qui a éteint mon feu de vie. Parce que le burn-out, ça a fait que mon système nerveux a été complètement dérégulé. Déjà que j'avais une tendance à être facilement stressée et angoissée depuis très jeune. Là, ça devenait un niveau de stress très compliqué. Quand j'étais à Paris, parfois je dormais pas du tout de la nuit parce que j'étais trop stressée, etc. Et même si le yoga m'avait permis de redescendre, je sentais que c'était plus ok pour moi de supporter un tel degré de stress, aussi parce que je comprenais plus les enjeux. Je comprenais plus pourquoi on pouvait demander à quelqu'un de renoncer à ce point à sa santé pour des simples enjeux économiques. Et donc, j'avais vraiment perdu le sens. Fin 2017-2018, j'ai perdu le sens de ce que je faisais. Et donc, on m'a demandé de retrouver un sens à ma vie, en fait. Et pour moi, c'était vraiment, je le faisais déjà spontanément depuis très longtemps, de transmettre les enseignements du yoga à mes proches, à mes amis. C'était vraiment une pratique qui avait été de renaissance pour moi, vraiment. Et donc, j'avais juste envie de cet élan de partager ce qui, moi, m'avait permis cette renaissance. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'avais commencé à avoir une image de ce que j'allais vouloir créer moi. Mais il me manquait le déclic d'avoir le courage de me dire, ok, comment je vais faire? Parce que comme je vous disais, quand on est avocat, on n'est pas salarié. Donc, je ne pouvais pas avoir droit au chômage. Et même si j'avais un petit pécule de côté, je me disais, ça peut être long de monter son activité, ça peut être long de fonctionner, ça peut être long aussi parce que je sentais que j'avais besoin d'un long break pour vraiment laisser derrière moi cette énergie qui était encore très stressante du milieu des avocats, etc. Et de faire un reboot de mon corps, en fait. J'avais envie que mon corps il expérimente vraiment quelque chose de complètement différent pendant longtemps. Et puis est venue par hasard une invitation d'une amie au Liban, qui elle était invitée au Liban, donc une amie de France, et qui me dit est-ce que tu veux m'accompagner au Liban? Et donc je vais au Liban. Et puis finalement, elle est rappelée pour urgence professionnelle en Europe. Et donc au bout du 2e jour, je me retrouve toute seule au Liban avec des amis à elle, libanais.
Et je partage ce questionnement, cet inconfort. Et puis là-bas, les gens, ils vivent tellement... il y a tellement de surprises chaque heure, d'imprévus. On ne sait pas s'il y aura de l'électricité. Voilà, c'est un pays avec une certaine instabilité, un pays magnifique que j'adore, avec une certaine instabilité qu'on n'est pas du tout habitué à expérimenter nous en France. On vit presque l'inverse. Et donc, ils m'ont regardé et m'ont dit, c'est ridicule, tu ne peux pas attendre d'avoir une retraite, attendre d'avoir un chômage pour choisir la voie de ton cœur. C'est aussi une culture qui est très entrepreneuriale, ce pays, et donc, eux, voilà, ça paraissait très clair la décision. Et donc, je suis rentrée du Liban avec cette évidence, cette idée de me dire, en fait, j'ai pas le droit de renoncer à cette voie, ce projet que j'ai dans mon cœur, et qui fait vibrer mon âme et mon corps, et qui rallumait, en fait, l'énergie de vie aussi en moi. Donc j'ai attendu quelques semaines et puis j'ai démissionné. Et puis ensuite j'ai décidé d'entreprendre un voyage initiatique aussi pour mon corps parce qu'à l'époque, je rentre du Liban, je passe des examens, environ presque 1 an et demi après le diagnostic de papillomavirus. Je repasse des examens et mon corps est complètement guéri. Donc peut-être que je vous ferai un autre live sur comment vraiment j'ai guéri les choses à ce moment-là, au plan holistique. Donc je suis guérie, je me dis ok, je vais pouvoir mettre en place mon projet en fait pour moi, pour ma vie. Mais à l'époque, je n'avais toujours pas mes règles. Donc le papillomavirus, c'était quelque chose qui était réglé, mais j'avais toujours d'importants dysfonctionnements au plan gynécologique, hormonal. Et quelques années avant, on m'avait parlé des cures ayurvédiques, qui étaient très conseillées après des burn-out parce que ça venait complètement restaurer justement le système hormonal, le système nerveux qui était très affectés par des burn-out. Et donc je me dis, bon, une cure ayurvédique, c'est 3 semaines minimum. Quand on est avocat, on ne peut pas prendre plus de 3 semaines d'affilée de vacances, donc je me dis, je ferai ça une fois que j'ai arrêté ce métier. Donc je voyage en Tunisie pour le mariage d'amis, et puis ensuite je termine ma formation de Kundalini Yoga en France, que j'avais commencé en 2019, début 2019, et puis je pars en Inde pour m'offrir cette expérience de cure ayurvédique. Et ça a été une expérience très très puissante. Moi, ils ont évalué qu'ils avaient besoin de me garder environ 1 mois. Donc ce qui est assez rare, en général, 3 semaines ça suffit. Et en même temps, je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc tout le mois de décembre 2019, je le passe là-bas, dans la clinique, à Barkala, pas loin de l'eau, dans ma petite maison, mon petit bungalow, 2 repas par jour, 2 massages par jour. Et puis je constate l'impact et la puissance de la libération émotionnelle qu'a eu à ce moment-là. Et du coup, à l'époque, j'utilisais beaucoup l'EFT, la danse, le journaling, la méditation, le Kundalini Yoga que je pratiquais beaucoup pour accompagner cette libération émotionnelle, et le coaching où de plus en plus j'utilisais des outils, j'avais fait des ateliers et je commençais ma formation. Je m'étais inscrite pour la formation, donc en fait j'étais déjà un peu dans une démarche de me préparer à cette formation. Et puis en janvier, donc la cure ayurvédique se termine et je vais passer 1 mois à Arambol, près de Goa, dans une communauté spirituelle. Et là, je reçois aussi de nombreux enseignements, notamment auprès d'une personne qui est initiée au chamanisme, qui m'initie à ça, et auprès de laquelle je vis une grande thérapie de guérison de l'enfant intérieur. Donc une 2e couche après ma thérapie en France, une couche très très axée émotionnelle et énergétique, et c'était fabuleux. J'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai senti beaucoup de choses shifter à ce moment-là dans ma vie. Et puis c'est aussi beaucoup connecté à tout ce qui est manifestation, loi de l'attraction, etc. Et puis je me suis sentie appelée en Thaïlande, donc j'ai été en Thaïlande le temps de renouveler mon visa en Inde, où j'ai rencontré de très belles personnes. Et là j'ai pris surtout un temps d'intégration de ce qui s'était passé en Inde. Et puis, je suis retournée en Inde pour recevoir des enseignements autour des chants sacrés, des mantras. Et puis, voilà, encore quelques jours, puis je me suis sentie rappelée en France. Je ne savais pas si j'avais envie de rester un peu plus pour continuer un peu le voyage, mais je me sentais vraiment fatiguée. Je commençais je ressentais une certaine fatigue, une certaine lassitude. Et puis surtout, mon père m'a appelé en me disant, écoute, je trouve que ça sent un peu le roussi, je crois que tu devrais revenir avec tout ce qui se passait à l'époque, début mars 2020. Et je le remercie parce qu'en fait, j'ai eu le dernier vol pour rentrer en France.
Et donc voilà, ensuite vous connaissez un peu plus le chemin puisque je communique sur les réseaux depuis 2019. Donc les personnes qui sont sur le compte depuis le tout début, ben, vous avez suivi le voyage, la formation Kundalini, l'Inde, la Thaïlande. Et puis mon chemin à partir de 2020 où ben, en fait au moment du confinement c'était parfait, je commençais ma formation de coaching, je commençais aussi une autre formation sur le féminin. Je recevais des enseignements en Kundalini Yoga auprès d'une enseignante que j'avais rencontrée en Inde, que j'adore et que je continue de suivre. Donc vraiment j'étais bien occupée et puis je vivais ce confinement là où j'ai grandi, comme je vous disais, comme une invitation aussi à faire la paix avec mes racines et à me reconnecter à cet endroit où je rentrais pas si souvent que ça en fait, et parfois avec une certaine appréhension. Donc voilà, et puis ensuite je suis revenue à Lyon et puis j'ai vraiment lancé toutes les activités que je vous propose aujourd'hui, donc le coaching, le yoga, les retraites. Vous avez été présents dès le début, dès 2020 pardon, dès 2019 pour les cours de yoga et dès 2020 pour les retraites. Et je vous remercie de ça parce que je me suis tout de suite sentie soutenue, tout de suite sentie vue. J'ai tout de suite senti que mon art était respecté et apprécié. Et ça, quand on partage sa médecine, je crois qu'il n'y a rien de plus précieux. Et donc voilà, je vous partage tout ce parcours pour vous dire que pour moi, en fait, ça a été assez fluide, que j'ai mis du temps à m'autoriser à vivre la vie que je voulais. J'ai mis du temps à me poser les bonnes questions sur exactement comment je voulais créer cette vie et avec quelles valeurs. Et pour ça, à la fois le chemin thérapeutique, le bilan de compétences, des accompagnements en coaching, c'est vraiment ce qui m'a aidée. Je ne dis pas que c'est indispensable. Je vois des gens qui arrivent à se connaître par des longs temps d'introspection, par d'autres voies. En tout cas, moi, je vois que c'est vraiment ce qui m'a aidée, de prendre le temps de construire ma vie, de construire quelque chose d'aligné avec moi-même. Par exemple, pour moi, c'est profondément important la valeur liberté. Donc, c'est aussi pour ça que quand je crée les choses, je les crée entièrement moi et je fais en sorte de ne pas dépendre d'une autre structure. Donc la liberté, la souveraineté, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi et puis aussi la communauté. C'est donc pour ça aussi que j'ai créé le networking des apéros éveillés, que je propose des moments comme ça de partage et de réunion. Parce que comme vous avez pu le voir dans ma vie, c'est le lien que j'ai pu construire avec les gens, les amitiés, le réseau autour de moi qui m'a toujours soutenue, qui m'a permis de traverser les difficultés. Et je crois profondément en ça, encore plus après ce qu'on a traversé ces 2 dernières années. Donc voilà, si vous avez envie de vous connecter à une tribu de cœur, il y a ce networking que j'ai créé en 2020. On se retrouve 1 à 2 fois par trimestre sur Zoom ou en présentiel à Lyon. Le prochain aura lieu en juin à Lyon. Et donc il suffit d'aller dans ma bio ou plus bas si vous visionnez cette vidéo sur YouTube et de nous rejoindre sur le canal Telegram pour être informé, partager quelque chose dont vous pouvez avoir besoin, demander de l'aide. C'est vraiment important pour moi d'ouvrir ces espaces et ça pour le coup c'est aussi quelque chose qui m'a été transmis dans ma famille où j'ai souvent observé les parents dans des milieux associatifs pour soutenir certaines causes, pour lever des fonds, pour des causes parfois très différentes, mais vraiment de s'impliquer pour la communauté. Et donc pour ça aussi je les remercie. Je trouve qu'on ne peut pas tout... pour moi, c'est important de faire le tri de ce qu'on reçoit de nos familles, mais pour ça, j'ai vraiment la conscience d'avoir reçu, d'avoir vu plein de fois leur engagement pour la communauté. Un engagement vraiment désintéressé. Donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à cela, dites-moi. En tout cas, je peux vous partager que ça vaut vraiment le coup, que je ne me suis jamais sentie aussi heureuse, que je me suis jamais sentie aussi épanouie, que je me suis jamais sentie aussi libre d'être moi-même. Et j'ai encore l'impression que chaque semaine, je me libère de certains prismes, de certaines exigences. Faire le switch d'une vie d'avocat d'affaires à la vie que j'ai maintenant, c'est à la fois très simple et très complexe parce qu'on reçoit beaucoup de programmation, je trouve, dans les milieux professionnels comme ça, d'affaires qui sont exigeants, etc. Et donc il y a tout un chemin de revenir à une forme de présence, de revenir à une forme de paix à l'intérieur de soi qui est vraiment le challenge du Manifestor Human Design. Et c'est d'ailleurs dans cet espace, je crois, que toutes les guérisons peuvent se faire.
Donc voilà, je remercie toutes les personnes que j'ai croisées sur ce chemin de vie, que je vais essayer de vous résumer là comme ça. Et puis ce que je peux vous inviter aussi, je me disais ça en fait ce matin avant de faire ce live, vous avez sûrement pu voir que, je dis souvent quand les gens m'interviewent, il y a trois moments un peu charnières pour moi dans cette vie, des moments qui sont surtout arrivés à partir de mes 25 ans, et qui sont des moments très alchimiques, qui m'ont beaucoup connecté à l'ange de la mort. Et pour ça, je les remercie. Il y a eu le décès de ma mère, mon burn-out, qui était aussi un moment où, voilà, enfin, pour d'autres raisons, mais il y avait aussi voilà, le fait de devoir gérer une personne très dépressive dans mon entourage, etc. Donc, le décès de ma mère, burn-out et le papillomavirus qui me pose la question de qu'est-ce que vraiment, si la vie est si précieuse que ça, qu'est-ce que tu veux vraiment en faire? Et je remercie. Et c'est pour ça que je dis souvent que c'est complètement ok de danser avec la mort, danser avec ses ombres. C'est dans ces espaces-là qu'on trouve les plus belles vérités. Et c'est vraiment une démarche alchimique que je suis dans tout ce que je vous transmets en fait, dans les ateliers, dans les retraites, dans les coachings, dans les accompagnements. Parce que pour moi, il n'y a pas de dualité et que si on apprend à autant aimer ses ombres que ce qu'on croit être notre lumière, c'est le plus beau chemin vers la conscience. Il n'y a que comme ça que la conscience peut grandir et naître. Et je crois vraiment à ce que tout a un sens en fait, in fine, et que toutes ces expériences sont un cadeau de la vie pour que je puisse offrir le talent que j'ai expérimenté dans ces expériences au monde. Donc il y a la capacité à dire non, il y a à se reconnecter à sa souveraineté, à son intuition, il y a à expérimenter l'auto-guérison, il y a à se reconnecter à son feu sacré, parce que moi j'avais vraiment perdu le feu à l'intérieur de moi. J'avais perdu le goût de vivre, j'avais perdu le sens de ma vie, j'avais perdu le plaisir, j'avais perdu tout ça. Et puis il y a aussi, ça fera sûrement l'objet d'un autre live, mais toute la capacité à reconstruire une relation avec le masculin. Moi, comme je vous disais, j'avais cette relation assez challengeante avec mon frère, avec mon père, une relation complexe, difficilement, enfin, il n'y a pas un mot particulier qui me vient, mais voilà. Et puis, avec les histoires amoureuses que j'avais eues, il y avait aussi vraiment de la toxicité parfois. Et donc, ce chakra, il appelait aussi ça, à guérir le féminin, à guérir le masculin en moi, pour vraiment vivre une union sacrée à l'intérieur de moi qui soit beaucoup plus alignée. Et une fois qu'elle est alignée à l'intérieur, elle peut être alignée à l'extérieur. Et donc, ce que j'ai pas fini de vous dire, c'est ces 3 événements, je vous invite vous aussi à vous poser cette question. Quels ont été les 3 événements fondateurs qui ont créé votre identité, qui ont créé la personne que vous êtes aujourd'hui? Ça peut être des événements challengeants, ça peut être des événements très heureux, mais des événements qui vous ont vraiment forgé. Et donc, quels sont ces 3 événements qui vous ont forgé? Et c'est ce qui, pour moi, ensuite, en coaching, ça fait partie des exercices. C'est ce qui, pour moi, m'aide aujourd'hui à me reconnecter à mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est vraiment de transmettre la capacité que peuvent avoir les gens à appréhender leur vie avec souveraineté, avec audace, avec vérité. Parce que tout ce chemin, c'est ce que ça m'a appris, à être souveraine, à être vraie, et ensuite à soit me mettre au service du monde avec un projet qui est un projet de cœur, qui est aligné avec mes valeurs, avec qui je suis. Et ça m'a surtout appris à vivre depuis l'espace du cœur, comme je vous disais. Connecté à ces feux sacrés, à cette envie. Donc voilà, vous pouvez me partager ces 3 événements en commentaire, en message privé, ou voir quel est votre pourquoi à vous du coup. Et puis me poser vos questions sur ce parcours. Je pense que je referai des lives où je reviendrai plus en profondeur peut-être sur certaines expériences, le lien avec les relations amoureuses que je trouvais très important, l'expérimentation dans mon corps de l'auto-guérison, peut-être certaines de mes formations. Voilà, je le ferai au fil de l'eau, au fur et à mesure, si vous avez des envies, des idées de thèmes que je peux aborder plus en profondeur avec vous. Vous pouvez me le partager avec beaucoup de joie en message privé, en commentaire, par email, ce qui est juste pour vous. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Ça m'a fait plaisir de vous faire ce flashback sur cette histoire. Et puis j'espère que vous en tirerez les enseignements qui sont justes pour vous,
En tout cas, si j'ai vraiment un message à vous transmettre, c'est d'oser suivre la voix de votre cœur, d'oser entendre ces murmures, d'oser donner vie à ce que vous avez envie, vraiment de créer. Parce que pour moi, c'est la seule façon qu'on s'accomplit vraiment dans cette vie. On est vraiment là pour donner naissance à nos rêves. C'est comme ça qu'on inspire le monde, c'est comme ça qu'on le change en profondeur, peu importe le temps qu'on reste ici. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle fin de week-end. Merci d'avoir été là et je vous dis à très vite. Satnam.